Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes les bienvenus, comme tous les jours, de 17h à 19h avec les vraies voix et Philippe David, mon Philippe David. Très heureux de vous retrouver, Cécile. Oui, c'est bien. Vous savez que Philippe Bilger, hier, était dans un état proche de l'Ohio du fait de votre absence. Ah ouais, je sais, il a pleuré toute la soirée, toute la nuit, je sais. Mais tout de même, il faut reconnaître que Philippe n'a pas été mauvais. Ouais. Il n'a pas été bon, on va pas exagérer, mais il n'a pas été totalement nul. Mais il est très bien. Françoise Degois se délecte avec ses propos. Moi, j'aime quand Philippe Bilger fait des compliments qui sont en fait des insultes. Là, je suis sincère, il a été très bon. Non, mais c'est l'art de Bilger en fait. C'est l'art de Philippe. C'est comment te foutre des beignes en réalité en te donnant l'impression qu'il te fait des bisous, tu vois. Oui, mais ma chère François, vous connaissez trop la litote. Oui, j'aime. Là, va, je ne tout te de point. même, Va, je ne te c'est point. beaucoup ce que j'ai dit sur lui. Ça met bienvenue dans cette franche camaraderie, Oui, ça me fait j'aime. plaisir. Au bon accueil, bonjour. Je t'aime, moi non plus. Moi, Voilà. j'aime la litote. Je ne te point. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est nous. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un peu partout. Cette chaîne de débat et d'opinion. Et puis, bien entendu, sur notre chaîne YouTube, à laquelle nous vous proposons, en tout cas, de vous pas vous abîmer, mais vous abaumer. Attention parce qu'on n'est pas loin de la contre-pétrie là, abîmé, habité. Oui. Je sens qu'il y a Ça Philippe peut déraper. David qui Attention, ça peut t'as la déraper. C'est pas le genre de la boutique. Non, vous avez la qui frise, Non, reconnaissez-le. Sachez qu'on n'a aucun humour. Voilà, c'est sûr. Ça, on l'a déjà Mais vu. en tout cas, je vous rends hommage, Cécile, bravo pour ce que vous avez fait hier soir à la nuit du bien commun, parce que je crois qu'on a battu des records et c'est que pour des belles actions. Nous avons levé 1 250 000 euros pour Magnifique. 14 associations. C'est super. Bravo. Magique. Bravo. Oh, je suis pas. Il en reste pas un peu pour nous? Oh, si. Voilà, c'est Pour toi, Philippe. Philippe. Je vous ai Tu vois, rapporté c'est des Philippe, bonbons. C'est Allez. vraiment Philippe Bilger dans sa splendeur. Les amis, on y va. Allez, le sommaire, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Revers d'ampleur pour le gouvernement et sa majorité relative, mis en minorité par les oppositions hier à l'Assemblée nationale, avec un retour avorté au Palais Bourbon pour le projet de loi d'immigration. Donc le texte s'est empalé sur une motion de rejet préalable, rejet proposé par le groupe écologiste, mais voté aussi par les LR et le Rassemblement national. Alors parlons vrai, est-ce que il faut dissoudre? C'est la fameuse initiative que Macron a promis, le rendez-vous avec les Français en janvier prochain. Pour vous, c'est la dissolution? Pour vous, c'est quoi d'autre? Un référendum? Pas une démission quand même. Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. Aude attend vos appels. Et pour le moment, comme le demandent Bardella et Bompard, Macron doit-il dissoudre? Vous dites oui, avec un score qui rappelle un mauvais souvenir pour les dissolutions, 97%. Vous vous souvenez de celle de 1997. 21 avril en plus. Annoncé le 21 Et avril. notre expert du jour, Jean Petot, sera avec nous, politologue. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est 18h30. Il y a donc du chamboulement dans le nouveau tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. La plupart des personnalités de la majorité chutent. Quand en revanche, de jeunes pousses, des paysages politiques semblent faire la différence avec leurs aînés. Oui, on ne peut pas vous donner les résultats puisque l'embargo est jusqu'à 18h, mais parlons vrai, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger? Est-ce que c'est le commencement de la fin pour la génération des quadra-quinquas dont on disait qu'ils représentaient l'avenir? Est-ce que pour vous, vous le verrez sur le résultat, la France se droitise plus que jamais? Baromètre IFOP, sommes-nous dans une crise politique? Et pour le moment, vous dites oui à 96%. Et ce sera Frédéric Dabier lui-même, le grand patron, directeur général de l'IFOP, qui sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avant, vous les avez entendus, reconnu bien sûr Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et la parole, il l'a déjà posée dans cette émission. Voilà. Voilà. J'espère qu'elle me sera laissée un petit peu. La présence de François. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre la pression. C'est trop On se injuste. demande bien à qui il pense. Notamment au Kikadi. Ouais. Ouais. Françoise Degois. Non, ça c'est pour moi. Ça va, Françoise? Ça va super bien. J'ai apprécié dans votre lancement ce texte qui s'est empalé sur l'opposition. Absolument. Et écoutez, j'ai trouvé ça. Et l'empalement, l'idée d'empalement est pas mal. Bah, J'ai trouvé ça. c'est tellement juste. Pierre-Yves Martin, Ouais, bravo. consultant, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ce sourire? Il y a un gars qui sourit dans le Je ferai la studio. gueule la prochaine fois. Mais il a compris qu'il est aux vraies voix. Non, mais c'est drôle parce que bonjour. Et il reste Et puis bloqué. Il reste bloqué.
Décoincez-vous, mon petit chat. C'est à Bessel. Je souris, après on me dit que je suis coincé, faudrait savoir. Ah merde. Mais vous savez coincer avec le sourire. Ne soyez pas empalés, s'il vous plaît. Soyez bien aimables. Chers amis, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Muriel, juste avant d'écouter le répondeur, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tout le monde. Et Monsieur Bilger, arrêtez de pleurer. Même sur CNews, vous arrêtez pas de pleurer parce que vous n'avez jamais la parole. Il n'avait rien demandé. Parce qu'on vous donne pas assez la parole. C'est ce que j'ai pleuré. Non mais arrêtez de vous plaindre. De faire Galimero. Mais je le fais jamais. Non, vous venez de le faire, mais c'est pas grave. Vous avez dit j'espère avoir la parole. Et là, t'as été piqué. J'avais une forme d'enthousiasme dans cette plainte. Oui, mais l'enthousiasme ce soir, c'est pas bon, apparemment. Et si vous pouviez, excusez-moi, si vous pouviez laisser Philippe Bilger tranquille, ça m'arrangerait. Voilà. Déjà, Cécile n'était pas là, j'ai perdu hier soir. Muriel, de quoi parle-t-on dans un instant parce qu'on n'aura plus le temps? Allez-y. Alors écoutez, moi je vous demande de ne plus allumer les chaînes en continu et au moins vous me ferez le plaisir de ne pas regarder Robert Ménard. Voilà. Ah bah dis donc, mais comme ça c'est réglé. Allez, on part au standard. 0826 300 300, c'est surtout le répondeur. Écoutez ce message. Oui, Xavier Port-de-Bouc. Je voulais juste intervenir dans l'émission concernant donc la régularisation de travailleurs étrangers. Moi, ce que j'entends, c'est que les Français ne voudraient pas travailler, qu'on leur propose des boulots et qu'ils n'en veulent pas. Or, moi, je me suis renseigné. Je vais vous dire, en 20 ans, les salaires n'ont pas augmenté. Il y a 25 ans de ça, j'étais payé 1524 € net, donc 10 000 francs net en tant que cuisinier en collectivité. Là, je me suis renseigné. En gros, les mecs sont payés 1900. Ça dépasse même pas les 2000 € bruts. Donc, en 25 ans, les salaires ont augmenté de quasiment rien, quoi. Donc, honnêtement, faut pas s'étonner si une partie des travailleurs ne postulent plus, en fait, pour ces emplois-là, quoi. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Merci pour votre message. Mais il a pas tout à fait tort. Il a totalement raison. Franchement, 100% raison. Bravo. Et de toute façon, voilà, tout le monde s'en rend compte. Voilà, le problème des salaires en France. Et puis, ce que vous disiez la semaine dernière sur le SMIC, c'est pas possible d'avoir une explosion la smicardisation. Absolument. Pierre-Yves, vous qui êtes consultant dans les entreprises aujourd'hui, c'est terrible. difficile. Effectivement, ce niveau de SMIC. Qui monte un petit peu et qui vient talonner la couche suivante, c'est ça. Et du coup qui rend illisible l'évolution, les trajectoires professionnelles, la valorisation dans le monde du travail. Dans le privé aujourd'hui, c'était mon coup de gueule l'autre jour. Bien sûr, et c'est très juste. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de d'augmenter les salaires de leurs employés. C'est ça aussi le problème, il faut en tenir compte aussi. Allez, on retourne au standard avec Muriel. Chère Muriel. Oui, vous avez un petit problème avec Robert Ménard? Ah non, mais c'est pas que moi, c'est les Biterrois en général. Ah d'accord. Parce que nous avons un maire, nous l'appelons Lady ou le coucou, puisque le coucou a un nid, il n'a pas de nid et il se pose, c'est-à-dire que tout ce qu'il réalise c'est lui. Or, il oublie qu'on a eu des maires avant et qui ont réalisé des choses magnifiques. Et puis quand il passe sur les chaînes, il passe partout, il passe son temps dans les médias. C'est un égocentrique et surtout c'est mon hôtel de ville, ma ceci, mon cela. Or, il oublie une chose, c'est que nos impôts servent et que nous, on est là depuis des années, que lui, il est de passage et qu'on va lui dire bientôt au revoir. Ah oui, dis donc, je sais pas si vous allez passer Noël ensemble, en tout cas, c'est mal barré. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est ici qui aime bien, châtie bien, c'est le grand temps. Oui. Alors, je vais aggraver mon cas auprès de Muriel avec une forme de conviction. Robert Ménard est un grand ami, est un grand maire, et à chaque fois que je suis allé à Béziers, j'ai trouvé que c'était une ville remarquablement administrée. Voilà. Bon, ça c'est réglé. Je vois pas comment en 3 heures en descendant du train. Pas seulement, ma chère Françoise. Vous savez que j'ai une intuition immédiate sur la qualité urbaine de Béziers. Bien sûr, mais vraiment immédiate. Vraiment, j'adore. Le gars, il descend du TGV pour faire une signature, il remonte, et je trouve que cette ville est administrable. Mais d'ailleurs, c'est même admis par des gens qui n'aiment pas Robert Ménard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un vrai impact. C'est le seul qui a été réélu quasiment au premier tour, je pense, la dernière fois. Vous êtes d'une honnêteté scrupuleuse. Il faut quand même être honnête. Malheureusement, je n'aime pas ce personnage, mais apparemment, il a un électorat, Muriel.
Muriel. Il a un électorat. J'aurais pas dit mieux que Françoise. Voilà, mais comme ça, c'est Philippe réglé. Bilger, vous aimez beaucoup Béziers. Muriel, j'aime bien. Non, ne la faites pas. Non, mais non. Non, J'ai dit que j'aimais beaucoup Béziers, la ville de Béziers. Non, mais j'aime pas du tout. Vous avez le sourcil qui pointe en point d'interrogation. On dirait Macron, là. Vous avez le sourcil à la Macron. Je ressemble à Macron maintenant. Philippe, taisez-vous quand vous parlez. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix continuent. Muriel, on vous garde, puisque c'est vous qui allez jouer contre nos vraies voix. Et là, vous pourrez essayer de battre Philippe Bilger. Ça va pas être facile, on vous le dit. 2 claques, je vais lui mettre. Je les adore, vous me ferez plaisir. Dans un instant, les 3 mots de l'actu et le réquisitoire du procureur. Cher procureur, c'est... Quand on veut protéger sa famille, on ne l'expose pas. Eh bien voilà, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 19h, ça démarre bien cette émission. Qui est avec nous aujourd'hui, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Pierre-Yves Martin, qui est consultant, et vous, au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir de tout le quoi monde. parle-t-on ? On va parler d'Elisabeth Borne qui accuse la gauche de compromission avec le RN après le rejet préalable de la loi immigration hier. De Volodymyr Zelensky en visite à Washington. Il espère sauver l'aide américaine à son pays et notamment à l'armée ukrainienne. Et puis on va parler aussi du droit à l'IVG qui devrait entrer dans la Constitution. En 3 mots, ça donne compromission Ukraine et IVG. En attendant, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous allez requérir cet après-midi contre les tentatives d'interférence de certaines familles avec les enquêtes en cours. Oui, je suis très sensible à la détresse de certaines familles et à l'émoi de certaines personnalités qui sont accusées. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est au nom de la vérité ou du mensonge, je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais dénoncer, c'est cette volonté de la part de certains de venir s'expliquer dans les médias en parlant de leurs enfants, en offrant des déclarations sur la personne avec laquelle elles vivent, parce que évidemment personne ne les considère comme impartiales. Et lorsqu'on vient parler de ces enfants dans les médias en disant ils sont malheureux à cause de ce qu'on dit contre tel ou tel, loin de favoriser la pacification, on aggrave le problème. Je sais bien que mon conseil ne sera pas suivi. Il consiste à laisser faire les enquêtes. Elles sont ouvertes. On va attendre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on n'est pas tendre avec ceux auxquels on reproche, à tort ou à raison, des infractions de nature sexuelle. Françoise Degois. Je voudrais comprendre de qui vous parlez exactement, en fait. Je comprends pas, en fait. Non, mais vous parlez de Gérard Depardieu. Notamment, mais bien aussi sûr, de... J'ai écouté la défense des avocats de Gérard Depardieu. Elle est un peu faible, hein, la défense, notamment aussi cette actrice. Non, mais je pensais à d'autres gens qui passent chez Hanouna, des choses comme ça, des épouses. Mais vous pouvez pas empêcher cela à partir du moment où vous avez des micros tendus. Moi, je comprends très bien que ça puisse être gênant. Je comprends très bien que ça puisse être choquant. Pour leur propre famille. Hein. Oui, mais en même temps, quand vous avez la douleur et que vous vivez dans le monde dans lequel on vit, que vous vous exprimiez, je le comprends parfaitement. Je dis pas que c'est bien, mais je comprends qu'on le fasse, en fait. Pierre-Yves Martin. Il y a cette tentation du médiatique. En fait, c'est effectivement, comme disait François, ça peut être compliqué pour certaines personnes de résister. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le sujet de l'amour-propre. Au travers de ta tribune, de ton intervention, est-ce que tout le monde est animé par un amour, une estime de soi réelle pour devoir comme ça aller se compromettre ou déballer des choses qui n'auraient peut-être pas dû l'être. Voilà. Je pense que quand on est dans la douleur, on a des réactions, des tas de chocs qui sont parfois totalement tordus. Vous vous souvenez de la mère de Naël ? Honnêtement, moi j'avais défendu parce qu'elle avait elle avait une attitude assez délirante en réalité lors de la marche, lors de l'hommage, et vous étiez d'accord avec moi, Philippe, là-dessus, sur le fait que le choc était tellement fort que ça peut générer aussi des comportements qui sont inappropriés. Donc je pense aussi que la douleur peut générer des comportements inappropriés. On l'a pas interprété de la même manière, son attitude, ma chère Françoise. Vous et moi, oui, mais vous étiez assez d'accord pour dire que l'interprétation qu'on pouvait en faire était un peu dégueulasse aussi. L'interprétation, j'avais l'impression que vous étiez d'accord avec moi. J'avais été pour une fois un peu dans votre sens. Oui, c'est parce que c'est bientôt Noël, hein, vous n'emballez pas non plus. Allez, merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Compromission, Ukraine et IVG. La première ministre dénonce la compromission de la gauche avec le RN. Le projet de loi immigration part en commission mixte paritaire avec députés et sénateurs après son rejet hier par l'Assemblée nationale. Les États-Unis vont-ils couper les vivres à l'armée ukrainienne faute d'accord entre le Parti républicain et l'administration Biden? Volodymyr Zelensky vient d'arriver à Washington pour plaider sa cause. Et puis, le gouvernement présente son projet de loi pour faire entrer l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une liberté garantie plutôt qu'un droit à l'IVG, c'est le compromis avec la droite sénatoriale. Les vraies voix Sud Radio. Hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté avec des partisans de l'immigration zéro. La première ministre très remontée cet après-midi contre les oppositions qui ont additionné leur voix hier pour mettre son gouvernement en minorité. Motion de rejet préalable écologiste adoptée par le RN, LR et la NUPS. Ce matin, au Conseil des ministres, le président Macron a fustigé le cynisme et le jeu du pire des oppositions qui veulent, selon lui, bloquer le pays. Comme en écho, donc, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, tout à l'heure à l'Assemblée. Les Français attendent que nous prenions des mesures fortes pour réduire l'immigration illégale et pour mieux intégrer les personnes que nous choisissons d'accueillir. Les Français veulent que nous trouvions des compromis, pas des coups politiques à la petite semaine. Vous ne leur proposez que le blocage de nos institutions. Vous ne leur proposez qu'une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous ne leur proposez que le chaos. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et avec le ministre Gérald Darmanin et tout mon gouvernement, nous choisirons toujours le chemin de l'action et de la responsabilité au service des Français. Je vous remercie. Et justement, peu après, au lendemain de sa démission refusée donc par le président, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est à son tour montré très tendu dans l'hémicycle. L'assurance, non, on peut pas en être certain. Toutefois, Gérald Darmanin qu'on écoutera donc plus tard. Voilà, ambiance très tendue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Très court, moi ou le chaos, c'est ce que dit Elisabeth Borne. Oui, enfin bon, c'est jamais eux, c'est toujours la faute des autres. Si déjà il y avait eu les 9 députés de la République en marche qui manquaient à l'appel, eh bien le texte serait passé. Je rappelle, il serait passé. Voilà. Et par ailleurs, on peut pas reprocher à la gauche et notamment au Parti socialiste, à LFI, de voter une motion de rejet présentée par les écologistes. Comprenez, je veux bien, cet argument-là ne tient pas. En revanche, je rigole de voir tous les gens de LFI en train de claironner. On pouvait pas défiler avec le Rassemblement national pour la marche contre l'antisémitisme, mais apparemment qu'une motion de rejet passe avec les voix du RN, ça les dérange pas. Mais ceci dit, globalement, ça c'est pour piquer un peu la marchandise. Mais ceci dit, l'argument qui consiste à dire vous avez mélangé vos voix est un argument débile et qui d'ailleurs de toute façon ne prend pas dans l'opinion. Allez, le deuxième mot Ukraine, Volodymyr Zelensky qui est arrivé à Washington pour tenter de plaider sa cause. Oui, ça ressemble un peu à une tournée de la dernière chance alors que les États-Unis pourraient couper leur aide décisive à l'Ukraine faute d'accord au Congrès entre républicains et démocrates. Le président ukrainien a donc rencontré des parlementaires. Il est aussi attendu à la Maison-Blanche pour voir Joe Biden. Peut-il obtenir l'assurance d'être encore soutenu financièrement? Pas si simple, nous explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. L'assurance, non, on peut pas en être certain. Toutefois, son annulation la dernière fois, c'était une visio. Je pense que on a la réponse aujourd'hui. Il fallait qu'il s'y rende en personne pour aller parler à Washington, peut-être avec un certain nombre de sénateurs influents. Et c'est effectivement essentiel pour lui d'obtenir le soutien américain, sachant qu'en même temps, jeudi et vendredi, il y a une réunion à Bruxelles sur le soutien à l'Ukraine également, mais qui est beaucoup moins problématique qu'elle n'avait à Washington. Le général Trinquant, joint par Jules Boscarini sur Sud Radio. Troisième mot, IVG. Le projet de loi pour faire entrer l'interruption volontaire de grossesse a été présenté dans la Constitution, a été présenté en Conseil des ministres. Et oui, constitutionnaliser l'IVG, mesure réclamée de longue date par les associations féministes qui saluent l'initiative mais qui regrettent la formulation retenue. C'est in fine, je cite, la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui a les faveurs qui figurera dans la loi fondamentale et non pas donc le droit à l'IVG comme auraient préféré les militantes des droits des femmes. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, défend le choix d'un compromis avec la droite sénatoriale. L'écriture retenue fait converger les deux versions. La voici. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit là d'une occasion historique que vous avez
que nous avons collectivement rendu possible. Éric Dupond-Moretti tout à l'heure devant l'Assemblée nationale pour cette hypothétique réforme constitutionnelle. Philippe Bilger. Je n'étais pas chaud pour l'inscription, mais je reconnais que la formulation proposée, elle me va à peu près. Oui. Donc, comme à l'évidence, on va se préoccuper de mon avis, je suis ravi. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important que ça fonctionne, Absolument. que ça soit l'ensemble de la représentation qui puisse dire c'est oui. Vrai, c'est Donc, vrai. on va pas. Moi, je comprends les féministes, elles avaient raison, mais en réalité, c'est bien qu'on trouve se mettre cet étalonnage-là. Voilà. Et Pierre-Yves, Martin. Moi, je suis pas. En fait, si je compare ce sujet-là avec la crise politique, on le verra après, dans lequel on évolue sur la loi immigration, j'ai un peu de difficulté à identifier les niveaux de priorité qui sont donnés. Ah oui. Voilà, c'est clair. On verra. Le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin a été rejeté par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a décidé donc de convoquer une commission mixte paritaire avec cette question, comme le demandent Jordan Bardella et Manuel Bompard. Emmanuel Macron doit-il dissoudre l'Assemblée nationale? On va en parler avec Jean Petot, politologue, avant de l'avoir au téléphone. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que la dissolution, c'est la solution pour redonner la parole aux Français et sortir de ce blocage d'hier, de ce coup de pied de l'âne d'hier soir? Est-ce que vous préférez autre chose? Un référendum, une démission du président de la République? Est-ce que pour vous, dissoudre est la solution, comme le demandent Bardella et Bompard? Pour le moment, vous dites toujours oui à 97%. Jean Petot, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Petite question, est-ce que dissoudre l'Assemblée serait courageux ou suicidaire? Écoutez, je ferai la même réponse qu'Olivier Marleix. Je crois qu'il a dit dissoudre, ce serait ce qu'on appelle la roulette belge, c'est-à-dire mettre 8 balles dans le barillet et appuyer sur la gâchette. On en parle dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est bien nous, vous les avez nommés, Cécile de Ménibus et Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Je vous ai pas demandé. Ça va quand même. Non, je vous ai demandé en fait. Ah oui, vous avez la preuve? J'ai la barre. Ah oui, absolument. Philippe Bilger avec nous, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin. Et vous, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, bien entendu, pour débattre avec nous. Et c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans une démocratie normale, le ministre aurait dû partir, il aurait dû emmener son texte de loi avec lui. Je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République ne tient plus qu'à un fil, qui est le fil du passage en force permanent. Donc maintenant, la seule solution, c'est la dissolution. Et nous avons peu d'espoir aussi, puisqu'il faudra avoir le courage de retourner devant les Français. S'ils ne sont pas capables de gouverner le pays autrement, qu'ils partent tous, qu'ils s'en aillent. On n'a pas besoin d'eux. Et donc ce revers d'ampleur pour le gouvernement, pour sa majorité relative, mise en minorité par les oppositions hier à l'Assemblée nationale avec un retour avorté au Palais Bourbon pour le projet de loi d'immigration. Le texte s'est donc heurté à une motion de rejet préalable, rejet proposé par le groupe écologiste, mais voté aussi par les LR et le RN, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que après l'échec d'hier après-midi, ça peut tenir encore 3 ans et demi comme ça? Est-ce que Macron, comme le demandent Bompard et Bardella, mais c'est pas les seuls, doit dissoudre pour redonner la parole au peuple? Est-ce que vous pensez qu'il doit faire autre chose? Un référendum, qui a un nouveau grand débat, pourquoi pas? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, comme le demandent Bardella et Bompard, Macron doit-il dissoudre? Ça a baissé, mais vous dites toujours oui à 95%. Bah dis donc, c'est réglé. Jean Petot est avec nous, politologue. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, cette demande de dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce que ça va dans le sens Alors, si vous le permettez, Cécile, j'arriverai en effet à la réponse que vous souhaitez. Pardon. Mais je vois dans ce qui s'est passé hier un double paradoxe. Le premier, et je ne partage pas l'opinion dominante qui s'exprime dans les médias, je trouve que ça a été le refus de le vote de cette motion de rejet n'est pas le signe d'un désastre, mais au contraire d'une cohérence que j'appellerais
très pluraliste. Il m'a paru totalement normal que la gauche et l'extrême gauche votent cette motion de rejet, de la même manière que je félicite les Républicains pour une fois d'avoir été cohérents par rapport à des exigences qui n'étaient pas satisfaites, et donc naturellement ils ont voté la motion de rejet. Alors sur la dissolution, il est assez piquant, et c'est mon second paradoxe, de constater que le pouvoir fait le reproche aux oppositions de tomber dans le politicien, alors que lui-même tombe, mais à pied et à esprit joint, dans le partisan, en refusant de mettre en œuvre une dissolution, tout simplement parce qu'il y perdrait considérablement des plumes démocratiques. Françoise Degois. Moi, je pense que la dissolution, non seulement est nécessaire, mais elle est inévitable. Elle s'imposera à Emmanuel Macron à un moment donné ou à un autre. D'ici à aujourd'hui, jusqu'aux européennes, il est impossible de continuer quand on est à ce point, comment dirais-je, à la merci du moindre coup de grisou. Le moindre coup de grisou et les oppositions qui s'unissent, et vous êtes retoqués à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que dans l'esprit des institutions, je sais qu'on brandit beaucoup ce mot, mais là, il n'a jamais été autant d'actualité. Soit le président de la République décide qu'il fait travailler les institutions, qu'il fait faire son travail aux institutions dont il est le garant, et il est évident qu'il faut dissoudre. Il est évident qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne correspond plus au pays réel. Moi, j'entends bien les arguments, il n'y a pas de majorité alternative, mais on s'en fout de ça. Comment vous pouvez décider de ce qu'il y aura tant que vous n'avez pas voté? C'est comme tous les gens qui m'expliquent, oui, ça va être un raz-de-marée, Rassemblement national. Vous n'en savez absolument rien. Vous ne savez pas comment le barrage va fonctionner. Vous ne savez... Ah non, mais c'est pas la peine de doliner. Non, mais... Moi, on peut quand même doliner, non? Mais ah non, on peut pas. Alors. Mais si, vous avez le droit de doliner. Ah, super. Mais qui que ce soit, d'ailleurs. Mais il faut être juste cohérent. Arrêtez avec les prophéties créatrices. Je pense qu'il faut dissoudre. Point. Et le Dodeliner. Oui, voilà, qui a dodeliné avec sa grosse tête. Il n'a pas de grosse tête et il n'a pas dodeliné. Ouais, bah moi, je suis contre ce sujet de cette perspective de dissolution. Moi, je pense que ce qui aurait été bien, c'est que le président Macron accepte la démission de son ministre de l'Intérieur et point barre. En fait, je trouve la dissolution quelque chose de dangereux. Alors, le dernier épisode en date confirmera ça, et on peut pas généraliser, mais 97, je trouve ça. En quoi ça a été dangereux? La gauche n'a pas été dangereuse pour le pays. Je trouve ça dangereux parce que jamais eu autant de réformes. Allez, on y va. Je trouve ça dangereux parce que le président a été élu pour son quinquennat, donc qu'il le fasse avec une ligne politique, et une remise en cause ou une infirmation législative parlementaire de ses orientations ne veut pas dire stop, on arrête, on change la direction. Je pense qu'il faut être. Il y a ce rapport au temps, et il y a cet effet zapping. Ah bah il y a un truc qui me plaît pas, ou il y a une contradiction, alors du coup on arrête et on change. Ouais. Et on redistribue les cartes. Je suis pas à l'aise avec ça. Nous on va poser la question à Jean Petot, politologue. Voilà, petit état des lieux des avis de chacun. Pour l'instant, la question, on nous dit en tout cas 95% de ceux qui votent sur notre compte Twitter sont pour la dissolution. Oui, bonsoir. Quand j'ai évoqué la réflexion d'Olivier Marleix, la roulette belge. C'était pas forcément pour me faire comment dire l'écho pour partager cette opinion. Je voudrais qu'on revoie un petit peu le fonctionnement non seulement des institutions, mais de ce qui s'est passé dans la vie politique française depuis un certain nombre d'années. Bon, d'abord, il faut bien comprendre que s'il y a une dissolution, il peut sortir des urnes une assemblée qui sera majoritairement hostile au chef de l'État. Ça s'est déjà passé. Ça s'est passé effectivement en 1997, et ça a été la troisième cohabitation où on a vu d'un côté Jacques Chirac à l'Élysée et Lionel Jospin pour 5 années à Matignon. Et ça n'a pas provoqué de crise constitutionnelle majeure. Donc ça peut tout à fait se concevoir. Deuxième élément, l'article 91, qui a été celui qui a été actionné hier par la motion de rejet préalable, n'est pas à confondre avec une motion de censure. Si les oppositions se sont retrouvées à même de voter cette motion de rejet, c'est pas pour les mettre en cause, mais c'est sans doute que le courage a été d'autant plus fort qu'ils ne s'exposaient pas à une dissolution. Car il faut bien comprendre que peut-être en dehors du Rassemblement national, et encore, ça se discute, personne n'a véritablement intérêt à une dissolution. Donc c'est facile d'être courageux, et j'allais dire de voter un texte, y compris une motion
de rejet préalable si la conséquence ne sera finalement pas écrite comme a été justement la réaction du général de Gaulle en actionnant vous avez raison. La dissolution. Vous avez raison, Jean, dans ce que vous dites. Bien sûr que c'est courage Fillon. Et on voit bien que tous les groupes font leurs calculs. Mais d'ailleurs, ils ont tort de faire ce genre de calculs parce que la réalité, c'est qu'on ne gagne pas les élections en faisant des calculs. Je connais bien, nous connaissons tous la différence entre la motion de censure et la motion de rejet. Mais dans les faits, en tout cas, pas dans l'esprit, mais dans les faits et dans ce que ça renvoie, c'est un cataclysme politique pour Emmanuel Macron. On peut essayer de l'euphémiser, on peut essayer de... C'est le même effet que s'il y avait une motion de censure. Je dis bien sûr que sur le plan constitutionnel, ça n'a pas les mêmes effets. Non, parce que le gouvernement saute pas. C'est toute la différence. C'est ce que je viens d'expliquer, Philippe. Non, mais je l'explique pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas quand quelle motion de censure le gouvernement saute. Je pense qu'ils le savent parfaitement, mais la motion de rejet, en réalité, sur le plan symbolique et sur le plan purement politique, elle est quasiment aussi forte que la motion de censure. Vous me l'accorderez ou pas? Jean Petot. Oui, enfin... il y a une vraie discussion là-dessus. Politiquement, je pense que vous avez raison, Françoise. C'est vrai que c'est une claque. D'ailleurs, le terme a été suffisamment employé, mais on voit bien que l'exécutif, en tous les cas, n'a pas cette lecture-là. L'exécutif tend à, j'allais dire, minimiser les conséquences institutionnelles de cette. Mais vous et moi, on sait très bien qu'elles sont dramatiques, ces conséquences. On le sait très bien. On sait très bien ce que ça signifie, en fait. Jean Petot, si je vous entends bien, mais peut-être ai-je tort dans mon interprétation, j'ai un peu l'impression que vous seriez partisan d'une continuation de cette politique très pragmatique, un peu à la Godille, plutôt que d'un coup de force, de clarté et de cohérence de la part du pouvoir en place. Et donc la dissolution serait une forme de courage peut-être suicidaire de sa part, mais est-ce qu'elle n'apporterait pas une forme de clarification démocratique qui nous permettrait de redémarrer sur des bases plus saines? Jean Petot. Oui, mais Philippe, vous avez raison. Vous connaissez la phrase du cardinal de Retz. On en sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Hein. Et d'une certaine façon, je me demande si l'ambiguïté n'est pas de fait la carte non jouée d'un certain nombre de formations politiques dans cette histoire. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que la situation est particulièrement instable et elle n'est pas saine d'un point de vue de la clarté politique, mais la politique, c'est pas toujours la clarté, malheureusement. Hein. Allez, on va vous demander ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et c'est Gilles qui est avec nous du ZES. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Gilles. Oui, bonsoir. Et bon, on vous écoute, Gilles. Eh bien, écoutez, oui, alors moi, je suis évidemment contre une dissolution du gouvernement, mais je me demande... de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Voilà, pardon, de l'Assemblée nationale. Et je me demande pourquoi, à l'heure actuelle, en 2023, le président peut encore dissoudre une Assemblée nationale. Parce que la France est le seul pays où le chef de l'État, ou presque le chef de l'État peut dissoudre. C'est sûr. Exactement. Et ça, c'est antidémocratique. Et le problème qu'on a dans notre constitution, c'est qu'on a un pouvoir exécutif omnipotent. C'est vrai. Et du coup, l'Assemblée nationale et le Parlement, et on le voit encore, et encore, et encore, et depuis la 5e République. C'est-à-dire, il y a combien d'années 58, 58. Voilà, 65 ans. Et depuis, j'entends personne sur les ondes de radio, même aucun parti dire il faut arrêter avec cette 5e République. On l'entend dans la rue. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais pardonnez-moi. Excusez-moi. Ça a été. Excusez-moi. Arnaud Montebourg a commencé le premier à le porter. Jean-Luc Mélenchon, également le PS. Non. Mais vous plaisantez ou quoi? C'était simplement une idée. Au départ, Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre Jean-Luc Mélenchon, il a proposé une assemblée constituante. Mais c'est pas vrai. Il n'a pas proposé une réforme profonde de la Constitution qui pourrait empêcher le président. Attendez, madame. Mais bien sûr que si. Mais lisez les programmes. Empêcher le président de recourir au 49.3, qui pourrait empêcher le président, le gouvernement globalement, une fois qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous lisez les programmes ou pas? Mais vous lisez les programmes. Moi, il me semble que c'est la 6e. Excusez-moi. À ce problème-là. À mon avis, on va pas s'engueuler. À mon avis, vous ne devez pas assez le lire. Moi, je suis pas contre vous.
Gilles, moi, je veux rectifier Françoise quelque chose Gilles, qui est c'est faux. inaudible. En fait, je veux rectifier quelque chose qui est faux, Gilles. Ça fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de la plateforme de la NUPES, fin du 49-3, 6e République, fin du pouvoir présidentiel, pouvoir parlementaire. Pourquoi vous non, ça va pas assez loin, madame. Alors, moi, attendez. je suis d'accord avec vous. Ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Ah, bah, alors, Gilles, on va rajouter une assemblée constituante, mais non, ça va pas assez loin. Est-ce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a à un moment donné parlé de proportionnel? Mais bien sûr. Mais François Bayrou en parle aussi. Non, mais écoutez, madame, écoutez, c'est très bien, parce que ce fameux problème-là, c'est le problème basique qu'on a en France, c'est qu'on a une majorité de toute façon, à partir du moment où il y a un président qui est élu à 2 tours, on enlève tous les autres qui ont eu des pourcentages. Et au premier tour, on en voit combien de partis? Ils sont 15, ils sont 16, ils ont à chaque fois des 2, des 3, des 4, des 5, des 11%. Et écoutez, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a d'autres auditeurs qui voudraient parler aussi, Laissez-moi encore Gilles. 2 minutes, s'il vous plaît. Non, c'est trop long. Parce qu'il reste 3 minutes. C'est pas possible. Gilles, c'est pas possible. On a compris votre point de vue. Il a raison. Restez avec nous, Gilles. On va prendre Muriel. Avec nous, Muriel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Gilles? Ça va pas assez loin? Ou alors vous pensez qu'il doit dissoudre et que ce serait déjà bien? Il ne dissoudra jamais, ou du moins pas après peut-être les européennes. Voilà. Pourquoi? Parce que Macron, il aime tellement le pouvoir, il fait tout seul, donc forcément, mettre un Premier ministre qui ne sera pas de son camp, il ne supportera pas. Je pense qu'il aura le plaisir de le torturer. Je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens, Muriel, à mon avis. Alors, oui, c'est fort possible. Jean Petot, ce que disait Gilles et ce que dit Muriel, c'est quand même intéressant. Est-ce que quelque part, en France, l'hyper-pouvoir présidentiel, parce que même un président américain, il a le feu nucléaire comme un président français, mais il peut pas toucher au Sénat ou à la Chambre des représentants, est-ce que ça prouve pas une chose, c'est que finalement, quand on n'est pas en période de cohabitation, il y a un vrai patron qui est le chef de l'État, et le Premier ministre, il est interchangeable, quoi. Ça s'appelle la Constitution de la Ve République. C'est le général de Gaulle qui l'a fait ainsi, avec un comité constitutionnel dans lequel il y avait la quasi-totalité des formations politiques, sauf le Parti communiste, et nous étions à l'été 58. Bon, absolument. Voilà. Je précise d'ailleurs que le 49.3, Monsieur Vallaud devrait le savoir, il a été conçu par André Chader-Magor, qui était celui qui conseillait Guy Mollet. Absolument. Voilà, bon. Voilà ce qu'on doit encore à la SFIO. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que la 4ème République, avec 21 gouvernements en 12 ans, était sans doute préférable en matière de stabilité politique, oui. Alors une autre, Jean Petot, sinon Pierre-Yves Martin vous a moins entendu une question à Jean Petot. Oui, moi, je voulais savoir clairement d'ici la fin de l'année, là, d'ici le 31 décembre, comment vous voyez l'évolution en termes de communication politique du gouvernement et du président Macron? Est-ce que vous attendez à une action, à une communication forte, ou est-ce que il y aura un peu d'attentisme, par exemple le jour des vœux, ou pas? Voilà. Moi, je pense qu'il ne se passera rien. Alors, je prends un risque. On enregistre, allez-y, on enregistre. Le président n'aime rien tant qu'on ne lui force pas la main, et il prétend encore être le maître des horloges. Et donc, je ne vois pas quelque chose qui pourra finir avant le 22 décembre. Alors, il se passera quelque chose, c'est qu'il nous a annoncé qu'il se passera quelque chose. Donc, c'est fait en janvier déjà. C'est le rendez-vous avec les Français. Les gens, on peut prendre le raisonnement inverse, considérer que, et j'entends ce que dit Muriel, mais on peut avoir un grand plaisir à torturer son Premier ministre. François Mitterrand l'a fait avec saveur, vraiment avec beaucoup de goût et de grâce. Et Jacques Chirac l'a fait également avec Lionel Jospin. Il y a une capacité pour les présidents aussi à se représidentialiser. Emmanuel Macron ne peut pas finir son quinquennat et son histoire politique française de cette manière-là. Moi, je pense que dans un coin de sa tête, l'idée de la cohabitation pour se représidentialiser justement est quelque chose qui peut faire son chemin. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Petot? Je suis d'accord avec vous, avec une petite réserve, c'est que les deux exemples que vous avez trouvés sont très justes. Mitterrand par rapport à Chirac, 88, pardon, 86-88, Chirac par rapport à Jospin, 97-2002,
La différence, c'est que Mitterrand et Chirac voulaient se représenter et pouvaient se représenter et en 88 et en 2002, ce qui n'est plus le cas d'Emmanuel de Macron. Et je pense que quelque part, ça va enlever de l'envie pour lui de s'adiser son Premier ministre. Je pense qu'il ne peut pas finir son quinquennat comme ça. Il ne peut pas finir son histoire comme ça, c'est pas possible. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup Gilles Duzès de nous avoir appelés. Muriel, vous restez avec nous, vous allez jouer contre nos vraies voix dans un instant. Au quiz de l'actu, attention, on demande de la bienveillance, mais de la tricherie. Allez-y. À tout de suite. Ça au moins, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et puisque vous avez demandé de la grâce et de l'intelligence, on a fait venir Philippe Bilger, bien entendu. Françoise Degois. C'est clair. Françoise Degois. Mais pour Philippe Bilger, il y a plus de grâce que d'intelligence. Hein. Non, ça c'est pour vous. Ah, merci. De graisse. Oui. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous êtes méchants entre vous, c'est dingue. Franchement, alors qu'il est si délicieusement pulpeux. Choupinou, ça lui va tellement, mon pulpeux. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est mignon, mon pulpeux, j'adore. Et Muriel est avec nous de Béziers. Ça va, Muriel? Ça va, Muriel? Vous me faites tellement rire. Eh ben, tant mieux. Tant mieux parce que... les temps qui courent, ça fait du bien quand même. Exactement, vous avez bien raison. Alors, Muriel, vous allez peut-être moins rigoler parce que c'est vous qui répondez en premier à la question. Ça. Et vous avez trois paires d'yeux là qui vont, qui vont vous toiser. Allez, vous êtes prête? On peut y aller? Allez, première question. Qui c'est qui l'a dit? Donc, qui c'est qui l'a répondu sur le vote de la motion de rejet? Ces gens-là n'ont pas de majorité, 149-3, ils sont à poil. Muriel. Aucune idée, je vais donner ma langue au chat. Non. Olivier Véran. Non, pas le même bord. C'est un vice-président. C'est un vice-président. Chenu. Bonne réponse, il a été plus rapide. Non, il a eu 2 secondes avant. Largement, au moins 2 heures avant, il l'a dit. Je vois que Cécile est revenue. Il l'a dit pour l'émission de Brigitte Lahaye. On n'avait même pas commencé les vraies voix. Le temps d'aller pomper vos fiches. Qui c'est qui l'a dit? Une dissolution? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il joue bien? Quel acteur? Muriel. Quel acteur? Une dissolution? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Muriel. Une dissolution, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il a demandé la dissolution. Oui. Manuel Bompard. Oui, bonne réponse de Françoise Degois. Manuel Bompard. Mais ça, non, mais ça ne dit pas que, ne dit pas que vous l'aviez. Hein. Vous êtes seul. Ouais, c'est ça. Vous êtes seul. Qui c'est qui l'a dit au sujet du vote de la motion de rejet? Ces oppositions se sont liguées avec des oppositions dingues. Sandrine Rousseau qui vote avec Éric Ciotti et Mathilde Panot avec Marine Le Pen. Il y a des couples qui se forment. Oui, Muriel. Allez, Mumu. Non, un président de groupe à l'Assemblée nationale. Marlex. Non. Ça commence pareil. Olivier Marlex. Macron, Gély. Mathilde Panot. Non. Un président de groupe. Un président de groupe. C'est qui? Oui, c'est dans le groupe à Macron. Oui. Président du groupe Renaissance. Mais non. Je sais plus son nom. Voilà. Sylvain Maillard. Vous avez vu tellement il est insignifiant. Sylvain Maillard, on passe jamais à lui. Qui c'est j'ai dit quand même dans le groupe à Macron. Oui. Muriel, allez. Vas-y, Mumu. Elle défend bien son bout de grâce. Qui c'est qui l'a dit au sujet? Aussi bien que Robert Ménard. Qui c'est qui l'a dit? Oh, c'est sympa. Au sujet du vote de la motion de rejet, on a joué contre la France. C'est beau. Muriel. Attendez, Muriel. Allez, Muriel. Je vais redire Darmanin. Bonne réponse de Muriel. Attention, Muriel, prends le large. Allez, question qui c'est qui l'a dit? La réaction de Gérald Darmanin, c'est le signe d'un pouvoir qui perd pied. C'est facile ça. Écoutez, on ne sait pas. Je sais pas, c'est une question. Muriel. On passe à nos vraies voix. Benjamin Lucas. Non. Bompard. Mélenchon. Retailleau. Non, mais le côté. Plus loin. Bonne réponse de Françoise Degois. Là, c'est lequel? Je l'accepte. Vous pouvez pas faire autrement de toute façon. Un demi-pneu avant. Un demi-pneu. Le grand prix des vraies voix, tu sais. Qui c'est qui l'a dit au sujet du vote de la motion de rejet? Gérald Darmanin n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. C'est facile. Muriel. Marine Le Pen. Non. C'est une femme. C'est une femme, c'est Marion Maréchal. Non. Oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Elle n'est pas tombée, hein.
Mais il y a une troisième voix là ce soir où il y a les où ça va non Pierre-Yves Il non s'en fout, Pierre-Yves. Mais il a raison, c'est le seul raison. Attends, ça a toujours été mon positionnement. Les amis, qui c'est qui l'a dit? Je le fais ou c'est vous? Allez-y, c'est à vous. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? Il y a souvent une volonté de tromper l'opinion. On parle fort, on agit faible. Et c'est cela que ne veulent plus les Français. Ah. Eh ben c'est Le Pen. Non. Il a de la forêt Ciotti, Retailleau, Ciotti. Avec lui, c'est la Sainte Trinité. Ciotti, Retailleau, Marlex, Amen. Ben ça marche. Et là, j'admets que vous avez un peu triché, mais c'est Ciotti. Parce que vous l'avez dit en premier. Il l'a dit en premier. Une dernière. Allez, dernière. Qui c'est qui l'a dit au sujet des TIG pour les parents de mineurs délinquants? Aurore Berger fait une sorte de sarkozysme discount. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Benjamin Lucas. Non. Si, c'était Benjamin Lucas. Non, mais égalité. Ah ben mais attendez, François, Muriel, n'a pas répondu. est-ce que vous saviez que c'était Benjamin Lucas, Muriel? Répondez oui, Muriel. Non, pas du tout, je ne savais pas. Je ne suis pas une menteuse. Contrairement. Qui a gagné? Si on met un point, c'est match nul, Françoise Philippe. Contrairement. Mais comment est-ce possible? Parce qu'elle a mis le point. Oh, j'ai pas triché. Contrairement à Philippe Bilger, vous n'êtes pas une menteuse, Muriel. Merci. Muriel, bravo Muriel. Merci Muriel pour votre bonne humeur. C'est très sympa d'avoir des auditeurs comme vous. On est ravis en tout cas. Dans un instant, on fait un petit point sur le journal, la météo avec Rémi André. Et puis on reviendra peut-être avec un cadeau. Est-ce que c'est le sapin de la Noël? Allez, bienvenue, c'est Sud Radio. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h. Et encore très bien accompagné de Philippe Bilger, de Françoise Degois et de Pierre-Yves Martin. Et vous, au 0826 300 300. Et mon petit doigt me dit que peut-être il pourrait y avoir un petit cadeau sous le sapin pour vous. Je dis ça, je dis rien. En attendant, le top clic, c'est Félix Mathieu. C'est lui aussi le cadeau. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et très belle imitation, Félix Mathieu. En première place des top tendances ce soir sur Twitter, on retrouve Darmanin et loi immigration. Le ministre de l'Intérieur en première ligne sur le projet de loi immigration. Alors après l'adoption d'une motion de rejet préalable hier soir par les oppositions réunies, Gérald Darmanin s'est montré très agacé à l'Assemblée tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que ce sont les policiers, les gendarmes. Vous les avez déjà privés de moyens, c'est peut-être pas la peine de les mépriser en public. Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les agents de préfecture, qui ne sont pas dans le petit jeu de la bouillie politicienne avec le RN qui vote avec la NUPES et la NUPES qui vote avec le RN. Très agacé le ministre de l'Intérieur, et c'est pas cette fuite du canard enchaîné qui va améliorer son humeur. L'hebdo satirique indique sur Twitter s'être procuré la carte de vœux que le ministère de l'Intérieur comptait envoyer cette année, début 2024. Une carte aux couleurs des Jeux Olympiques et sur laquelle on peut lire, je cite, « Comme en 2023, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer sera au rendez-vous des grands événements en 2024. » Des grands événements illustrés par une Marianne en tenue de sport en train de faire du saut de haie, et chacune des haies porte le nom d'un des grands rendez-vous en question, des événements en question. Alors notre Marianne sportive du ministère de l'Intérieur a déjà sauté la haie intitulée Coupe du Monde de rugby. Elle s'apprête à sauter les haies 80e anniversaire du débarquement, Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis sur le dessin, elle est justement, au moment où on la voit, en train de sauter une haie avec une facilité déconcertante. La haie intitulée, je vous le donne en mille, loi immigration. Et voilà, commentaire du canard enchaîné sur Twitter. Véridique, voici le projet de carte de vœux du ministère de l'Intérieur que Darmanin avait approuvé juste avant le vote de la motion de rejet de la loi immigration. La 4e haie a valu au ministre de se prendre une sacrée bûche de Noël. Voilà pour le commentaire de l'hebdomadaire satirique. Mauvaise pioche sur le choix. C'est drôle, c'est très drôle. Oui, très mauvaise pioche, effectivement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça lui apprend la vie au petit aussi. Darmanin. Au petit. Non, mais je veux dire, mais c'est gentil, c'est affectueux, mais il j'aime peut bien pas. quand t'as dit non, je veux dire. Que ce soit au détriment d'un des rares bons ministres. Oui, enfin, rare bon ministre. Avec Attal, bien sûr, et Bruno Le Maire. Et j'allais dire, et peut-être Clément Beaune un petit peu, non? Ah, mais je le déteste pas, mais je le qualifierais pas de grand ministre. Ah oui, vous pensez vraiment que Gabriel Attal est un grand ministre? Je pense qu'en tout cas, il en a l'étoffe, ma chère Françoise, et je suis heureux de vous voir en désaccord avec les Français. Ah mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Les Français, ils ont adoubé Emmanuel Macron, regarderez les résultats. S'ils pouvaient, ils le couvraient de
plume et de goudron. Donc, si vous voulez, l'humeur des Français, Non, je mais l'adore. tout Mais de même. moi-même, je suis française. Oui, mais vous on va pas êtes- recommencer sur vous Attal. êtes une démocrate. tout Oui, de même. d'accord, mais alors la Vous voulez démocratie, pas, c'est pas les sondages. Vous êtes en train de m'expliquer que Gabriel Attal est le nouveau fleuron, mais enfin, on va pas recommencer comme C'est avec le Macron. moment, Cécile, où vous lancez en général un très bon débat, sujet. ouais. Absolument, Gagner le absolument. jeu. Ce dîner de table est formidable, mais les tontons et les tatas, tout de suite, Philippe David. Et moi, il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. Une vidéo partagée hier par Quentin Muller, le rédacteur en chef des pages Monde au magazine Marianne, qui montre une famille en pleurs. Cette famille, c'est la famille de Youssefi, un ancien interprète afghan qui a travaillé pour l'armée française lorsque nos troupes combattaient là-bas au sein de la coalition internationale. Ils pleurent car ils viennent d'apprendre leur expulsion d'Iran vers l'Afghanistan, c'est-à-dire vers une mort certaine, les talibans étant experts en la matière. Alors, s'ils sautent en Iran, c'est parce que l'ambassade de France les a fait venir, leur a donné des visas, leur a fait acheter pour 8 000 € de billets d'avion pour la France, pour finalement annuler leur visa à la dernière minute sans leur donner d'explications et les laissant endettés. Alors je tiens absolument à dire que c'est un scandale et qu'on doit les faire venir en France. Je suis pas un adepte des repentances, mais je pense qu'on a beaucoup à rougir d'avoir abandonné les supplétifs indochinois de 1946 à 1954, d'avoir abandonné les harkis et les moghaznis qui avaient combattu à nos côtés en 1962. Tous ceux qui ont servi notre armée, sauf cas très exceptionnels, ont leur place ici ainsi que leur famille. Ils méritent même, comme les légionnaires, de devenir français par le sang versé, mais ne méritent pas qu'en les abandonnant, la France fasse couler leur sang. Ah, Vous j'ai êtes envie, d'accord, Françoise j'ai envie de Devois pleurer, vous me mettez les larmes aux yeux là-dessus, parce que vous avez raison. Mais c'est vrai, c'est pas si c'est vrai, c'est dramatiquement vrai. Écoutez, ouvrons une cagnotte, mettons des sous déjà pour qu'ils aient de l'argent, et utilisons toute notre voix, notre puissance pour qu'ils aient ces fichus visas. C'est pas possible, ces gens. Mais vous savez ce que c'est, moi, on a fait du grand reportage. Un fixeur dans un pays, ça prend tous les risques pour vous. Ouais, ça prend absolument tous les risques. Hein. Ce sont des gens qui se mettent en danger par rapport à leur vie, leur environnement, parce qu'ils ont un idéal. Ces gens-là ont des idéaux. Ils ont un idéal démocratique. Bravo, merci Philippe David. Ouvrez une cagnotte, faites quelque chose. Le Quai Moi, je d'Orsay donne s'est des manifesté sous. ou pas? A priori, j'ai pas vu d'intervention du Quai d'Orsay pour le moment. Ils vont être obligés de se manifester. Tout le monde J'ai relaie choisi de pousser ce coup de gueule et l'équipe des vraies voix. C'est pour ça que j'espère qu'il va être relayé ce soir. Mais il y a énormément de politiques qui relayent depuis hier, qu'est-ce qui pourrait se Philippe. passer? Ils sont en Iran. Il faut des visas français. Mais là, ils sont en voie d'expulsion d'Iran comme leur visa iranien a expiré. Il faut des visas français. Il y a beaucoup de politiques qui s'en sont saisis. Je crois qu'Olivier Faure s'en est saisi, les écologistes aussi. Ça ne peut pas être que la gauche qui se saisisse de ça. Ça, c'est un combat transversal qu'on doit tous mener. Voilà, merci beaucoup, Philippe David. Et après ça, c'est difficile de parler du sapin de Noël de Sud Radio, mais en tout cas, on essaye de vous offrir, vous, du bonheur. Et vous allez pouvoir ouvrir peut-être un cadeau dans quelques instants et remporter peut-être votre séjour en famille au Parc Futuroscope, des bons cadeaux d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent encore sous le sapin. Et je peux vous dire qu'il y en a encore des cadeaux sous le sapin. Alors pour gagner, c'est facile, le 0826 300 300 et on va donner la possibilité. Tiens, Philippe David, donnez-moi un chiffre entre 1 et 25. Oh allez, pour notre ami Aude, allez, on va mettre le milieu, le 10. Le 10e Elle m'a fait appel des grands gestes, 10. au standard, 10e appel au standard 0826 300 300. On vous souhaite bonne chance et on revient dans un instant avec dans le tour de table de l'actu avec vous, Philippe. Le port de l'uniforme n'est pas ringard. Avec vous, Françoise. Le retour dramatique de la règle des 3% en Europe. Et Pierre-Yves Martin. Y a-t-il un lien entre le classement PISA de la France et les calculs de notre ministre de l'Intérieur? Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dites donc, on est bien content de vous avoir tous les jours, de plus en plus nombreux. On vous compte. Au début, on vous comptait sur les doigts. Oui. Voilà. Et puis maintenant, sur les pieds. maintenant, on vous compte. On va essayer. Ouais. Pourtant, quand on aime, on ne compte pas, comme disait une étudiante à l'ENA. Absolument. Et ben nous, on compte. À laquelle on demandait le nombre de spermatozoïdes à un certain moment. Mais c'était qui était cet élève? Je sais plus son nom. Un grand oral. C'est très drôle. On lui demande quelque chose, le nombre de... Alors elle sait pas, évidemment. Elle répond quand on aime. C'est très drôle. Mais je crois qu'elle a été ministre d'ailleurs. Vous me rappelez cette histoire? Je sais plus qui c'est. Quel humour. Ouais, non, mais ça, c'est très drôle. très drôle. Et ça émanait d'une femme.
Ouais, bah oui, comme quoi. Je dis ça, je dis rien. Non plus, c'est QFD. Voilà, c'est réglé. Vous en tirez les conséquences que vous voudrez. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Avec nous, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Bien sûr que ça sent l'artiste à cette table. Et Philippe Bilger voulait parler de l'uniforme qui n'est pour vous pas ringard. À l'école, bien évidemment. Oui, parce que j'aime beaucoup Benjamin Lucas. Moi, j'ai des critères très superficiels. On l'a vu plusieurs fois aux vraies voix. Oui. Il est venu comme invité. Alors il est député Génération Europe Écologiste. Et c'est quelqu'un de très sympathique et j'ai tendance finalement, étant un peu immature, à attacher plus d'importance aux personnalités qu'aux convictions. Et donc il était courtois, mais ce matin, je l'entends chez Jean-Jacques Bourdin. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'uniforme ? Il répond sur un ton à la fois désinvolte et un peu condescendant, mais c'est paternaliste et ringard. Là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que je trouve que les expériences que va conduire Gabriel Attal, je crois... Bon, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a une certaine cohérence. Oui, c'est bien. Moi, je pense qu'il amène. Il faut faire une boîte. Chaque fois qu'il dit Gabriel Attal, on met 1 euro. Non, on va se faire une bouffe chez le je pourrais en dire davantage, ma chère François, puisque hier, il a été remarquable en allant à Issou. Oui, qu'est-ce qu'il est remarquable. Et en rappelant des choses très importantes. Et non, alors le port de l'uniforme, il a tort, à mon avis, Benjamin Lucas, de traiter ça avec dérision, parce que l'expérience qui va être menée, je pense, démontrera que le port de l'uniforme est tout sauf ringard. D'ailleurs, ringard, je considère que c'est un compliment. Ringard, c'est ce qui était bien et qu'on n'ose pas faire revenir. Je parle pas de vous, Philippe. Mais moi, j'adore aussi. Ah ouais, mais trop bien. Cécile arrête de dire que je suis ringard. Ses chemises. Oui, mais alors maintenant que vous me dites que vous êtes d'accord, je finis par m'inquiéter un peu. Non, mais sérieusement, donc cette phrase de Benjamin Lucas n'a pas de sens. Il a tort, à mon avis. Mais pour vous, elle n'en a pas. Oui, après, moi je pense pas du tout que l'uniforme soit ringard, mais c'est dans la lignée des écologistes. Voilà, les écologistes, pour eux, ça n'est pas... on soigne pas les problèmes de l'éducation nationale aussi avec ce genre de petites mesures. Vous allez vous habituer à tous les gadgets d'Emmanuel Attal. C'est fondamental. D'Emmanuel Attal, vous avez vu Emmanuel Attal, vous allez vous habituer... Laissez-moi finir. Vous allez vous habituer aux petits gadgets de Gabriel Attal. Et puis dans un an, on sera là face à face. Je suis un peu dépité quand même parce qu'il n'y a rien qui a changé dans l'éducation nationale. Non, mais ma chère Françoise, ça fait des années que je trouve que le port de l'uniforme serait un progrès considérable. Mais Jean-Pierre Chevènement était pour en 2002, Ségolène Royal était pour en 2007. On distribue la parole. Un collège à Aix en Provence. Et apparemment ça marche bien. Et même, je crois, il y a des tests à Béziers, Perpignan, etc. Il y a pas mal de tests. C'est pas mal. Et donc c'est important. Moi j'aime bien. Et pour les parents, c'est bien parce qu'ils font des économies en termes d'achat de vêtements. Sauf si vous avez un enfant qui grandit très vite. Je suis heureux de voir que mon point de vue est partagé. Il y a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue, mais je comprends très bien le point de vue divers. Vous avez porté l'uniforme les uns les autres? Non, c'est pour ça qu'on la blouse. Moi j'ai porté les blouses. J'avais la blouse obligatoire. Moi j'étais en pensionnat, je portais la blouse. On peut considérer une blouse. Voilà. Et ça, d'ici, et très franchement, pardon, pour les enfants dans les collèges qui sont victimes d'inégalités sociales, et à l'époque c'était le cas, je considérais que c'est quelque chose qui efface et qui est raffiné. C'est clair, comme la robe de l'avocat en fait, qui efface toutes les inégalités sociales. Non mais c'est vrai, la robe de l'avocat elle est aussi faite pour ça. Et bien allons-y sur l'uniforme. Cécile de Médibus adore, elle a l'œil qui frise. Mais non, mais je trouve ça joli, moi je trouve ça très élégant. C'est vrai que quand je croise des élèves qui traversent la rue en uniforme, je trouve ça très élégant. Au Japon, c'est magnifique. Vous voyez tous les petits Japonais partir, ils sont tout le monde est très mignon. En Afrique de l'Est, en Afrique anglophone aussi, oui, ça marche très bien. Les lycées professionnels en restauration, hôtellerie, ils sont tous hyper bien sapés là en bleu marine, là ils sont beaux comme des. C'est vrai, t'as raison. Vous avez déjà, ça change tout. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux ou au 0826 300 300. Pierre-Yves Martin, y a-t-il
a-t-il un lien entre la France épinglée par le rapport PISA et les calculs du ministre de l'Intérieur? Oui, alors c'est une question qui est un peu étonnante, mais je me la suis posée, il fallait que je me singularise un petit peu, donc j'essaie comme je peux. C'est fait, hein. Voilà, c'est bon, j'y vais là. Parce que c'est le gars qui a de bonne humeur déjà. C'est bon. Non, voilà, en fait ce que je constate, c'est que donc le classement, le rapport PISA, c'est le rapport qui épingle la France pour son niveau de culture mathématique notamment, de lettres, etc. Et nos petits Français de 15 ans continuent d'être dénotés de manière sévère, puisqu'on a perdu plus de 21 points. Donc du coup, c'est une baisse historique du niveau des élèves de 15 ans, et j'ai pas dit que notre ministre avait lui aussi 15 ans. Mais en tout cas, le point positif, c'est que les élèves en France semblent moins anxieux. Étonnamment d'ailleurs, parce que moi je pensais que ça allait être l'inverse. Et donc du coup, je me suis dit que pour notre ministre aussi, c'était finalement ça. Il semblait être moins anxieux, et donc du coup, il se sentait plus à l'aise. Et donc du coup, il prenait plus souvent la parole. Parce que depuis 4 mois, j'ai été étonné de voir autant de fois notre ministre de l'Intérieur intervenir sur ce sujet de loi immigration. Depuis 4 mois, semaine après semaine, on a des articles, des interviews, des reportages sur les capacités de négociation du ministre de l'Intérieur. Bref, je me suis dit que c'était finalement beaucoup d'attention sur la forme et peut-être un petit peu moins sur le fond. Mais le plus important, c'est finalement, que ce soit pour nos élèves de 15 ans, en mathématiques notamment, ou pour notre ministre, il y a finalement un oubli des fondamentaux. Et les fondamentaux pour les élèves, c'est quoi? C'est le savoir qui semble être difficile à partager convenablement, pédagogiquement. Et puis c'est aussi les moyens le manque de moyens dont souffre le ministère de l'Éducation nationale sur ces sujets-là. Et pour le ministre, c'est 2 sujets, 2 fondamentaux qui ont complètement été oubliés. Le premier, c'est que la 5e République fonctionne avec un principe de majorité au Parlement, et que ça semble avoir été complètement oublié par notre cher ministre. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, le principe du « en même temps » ne marche pas, et ne marchera jamais. Donc du coup, ce sont ces 2 fondamentaux qu'il a oubliés. Et finalement, sur un fond de beaucoup de communication, de posture avec des égos un peu surdimensionnés, bref, ça m'a fait un peu penser à notre pays, notre cher pays, la France, qui est un super pays, mais qui par moment souffre de maux plus profonds, des sujets comme le cloisonnement, l'effet millefeuille de l'administration, l'ego des dirigeants, bref. Finalement, j'ai vu un lien entre ce classement PISA et les calculs de notre ministre de l'Intérieur. Philippe Bilger. Par votre dernière phrase, vous répondez à ma question, voilà. Cher Salut Philippe. Vous avez traité 2 sujets, je me demandais le lien. Et vous venez de le faire par une sorte de décret verbal. Voilà. Il a une pensée complexe. Voilà. Comme un certain Emmanuel M. Françoise Degois. Oui, alors c'est un peu tiré par les cheveux, on va quand même le dire. Capillotracté, mais vous vous sauvez à la fin sur la comparaison entre finalement cette France. Nous pensons vraiment être le nombril du monde. Les Français, on regarde une montagne, on pense que c'est la montagne qui se tourne pour nous regarder, et on a des résultats désastreux. Ah bon, c'est pas ça ? Si. J'adore. Et on a des résultats désastreux, et effectivement, Gérald Darmanin a ceci. Il pousse aussi une forme d'arrogance très française, en oubliant que, il y a des votes, et qu'à l'Assemblée nationale, ça se passe pas toujours comme ça. Donc il y a un décalage entre l'image qu'on a de nous-mêmes et qu'on renvoie et la réalité de ce pays. Donc à ce sens-là, on peut donner un petit 12 ou 13 à votre copine, mon cher. Pas mieux la semaine prochaine. Je sais pas, je suppose qu'Gabriel Attal noterait beaucoup mieux, car Gabriel Attal ne se trompe jamais dans les notes. Et Gabriel Attal... Non, j'ai décidé de l'emmerder jusqu'à la fin. Moi, je l'adore, ma chère propre. Regardez-vous bien, je suis ravi. Regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'une jalouse. Non, t'as raison. Dans un instant, on parle de quoi avec vous, Françoise? Eh bien, on parle du retour de la règle désastreuse des 3%, équilibre budgétaire. En Europe, pardon. Et on en parle tout de suite. Et petite pause. À tout de suite, les amis. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jamais. Les vraies voix ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger, vous l'avez entendu en disant qu'il ne ment jamais, alors que c'est totalement faux. Françoise Degois est avec nous, et Pierre-Yves Martin aussi. Et vous, au 0826 300. Oui, c'est ça qui est dingue. Je ne sais pas comment vous faites, Cécile. Vous avez signé votre charte de votre décharge?
Hein. Puis j'ai signé ma décharge. Voilà, bien sûr, c'est absolument. Mais j'ai signé une décharge au cas où j'aurais une pulsion mortelle, mortifère, avec les bonbons, par exemple, à l'égard des bonbons, bien entendu. Françoise, plus sérieusement, ce tour de table de l'actu avec vous, un sujet plutôt assez grave sur le retour de l'austérité programmée. Oui, bien sûr. Vous savez que cette règle des 3%, qui avait été d'ailleurs, on le sait maintenant, signée sur un coin de table par François Mitterrand, combien on met la règle d'équilibre budgétaire, allez hop, 3%. Cette règle-là a été suspendue pendant le Covid parce qu'évidemment, aucun pays ne pouvait rentrer dans les clous de cette règle budgétaire. On a les pays du Nord, vous connaissez la césure, qui sont très, extrêmement stricts sur la règle. L'orthodoxie budgétaire. Oui, même plus que ça. C'est plus de l'orthodoxie, c'est une dureté, une sévérité. Et on avait réussi finalement à repousser, et ça y est. La règle budgétaire est à nouveau réintroduite pour 2024. Je pense que c'est une folie pure. D'abord parce que aucun pays n'est véritablement revenu, à la normale. Parce que aujourd'hui, il y a 50 millions d'Européens sur 60 millions qui souffrent de pauvreté. C'est une folie parce que les 3 grands moteurs économiques de l'Europe, que sont en 1 l'Allemagne, en 2 la France et en 3 l'Italie, sont eux-mêmes totalement touchés par la pauvreté, par l'inflation. Demandez aux États de rentrer dans les clous des 3%, ça veut dire d'abord faire des économies, ça veut dire rembourser des dettes, et puis ça veut dire faire des économies. Sur quoi va-t-on faire des économies ? Ça va devenir, je pense pas que ça arrivera en France, mais le 1er août, quand 300 000 Italiens reçoivent à partir d'aujourd'hui, vous ne touchez plus votre RSA, pourquoi ? Parce que l'État italien ne peut plus payer. Tout ça, ça fait partie des obligations données par Bruxelles pour entrer dans cette règle budgétaire. Je suis sidéré que les députés européens aient pu laisser passer ça. Pierre-Yves Martin, quand on regarde, c'est mon humble avis, c'est infaisable économiquement, sauf à faire exploser les impôts en plus de baisser les dépenses. Bien sûr. Surtout pour la France, avec plus de 110% de dette par rapport au PIB. Moi, j'entends Françoise, j'entends votre discours social et émouvant. Néanmoins, une économie, pour que ça marche, il faut aussi respecter 2-3 principes de gestion, notamment au sujet du taux d'endettement des pays, notamment autour de la volatilité financière. Et j'ai pas l'impression que les pays, en fait, quand vous évoquez ça, le premier pays auquel j'ai pensé, c'est la Grèce, qui s'est fait ratiboiser pendant 10 ans et qui a vécu un truc horrible. Pour un résultat finalement qui est pas extraordinaire. Je pense juste que le discours, c'est le contre-exemple, c'est l'exemple parfait de la Grèce. Arrêtez comme ça à chaque fois de couper comme ça. Je dis juste que la Grèce, je vais vous expliquer. La Grèce a eu un régime hyper fort imposé par les pays qui voient leur déficit déraper. C'est tout. Mais c'est insupportable, hein. Vous vous rendez compte ce qu'ont vécu les Grecs ? Ils ont accepté. C'est ce que je viens de dire. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que la règle rétablit. La seule question, c'est est-on d'accord avec vous ? Donc je comprends pas, mais parce que je comprends rien vos arguments. Mais je comprends pas vos arguments. Je dis juste deux éléments. Le premier élément, c'est que effectivement, c'est bien quand même d'adopter une politique un petit peu de rigueur ou de gestion budgétaire. Non, mais ça, je suis d'accord, mais vous pouvez pas. Voilà, 3%, ça me semble pas être complètement déconnant. C'est déconnant pour la plupart des économistes. Et deuxième élément, je trouve ça, il y a une espèce d'hypocrisie sur ces 3% qui n'ont jamais été respectés. Et je prenais l'exemple de la Grèce, qui a été le seul pays qui s'est fait réprimander sur le plan international en leur demandant de respecter tout ça. Moi, je suis pas un spécialiste comme Françoise et Pierre-Yves, mais est-ce que, à titre symbolique, Françoise, ça ne peut pas être utile de fixer une sorte de repère rigoureux comme ça ? Mais moi, je suis pas contre le manque de rigueur, Philippe. Je suis simplement sur l'idée, si vous voulez, que cette règle, elle a fonctionné jusqu'au moment où elle a plus fonctionné. On peut pas faire de l'Europe simplement un gendarme qui punit, et on ne peut pas faire de l'Europe qu'une puissance économique. Il y a des réalités. Beaucoup de pays ont basculé, notamment dans l'extrême droite, à cause des efforts demandés au gouvernement pour rentrer dans les clous de cette règle des 3%. C'est pas supportable. Et quand vous avez en plus de ça les 3 plus grandes économies européennes qui dysfonctionnent au point où la France, l'Allemagne en 1, la France et l'Italie dysfonctionnent, vous pouvez pas repartir dans ce siphon-là de l'austérité. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes. Moi, je veux bien qu'on mette 3%, mais alors, acceptons qu'on taxe les super profits, acceptons qu'on fasse de la redistribution européenne, ce que la Commission n'accepte pas, bien sûr. Merci beaucoup pour ce sujet, Françoise de Gois. Vous restez avec nous, puisque c'est le moment
d'offrir un joli cadeau. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. Vous avez la possibilité d'offrir un cadeau. D'abord, on ne sait pas si vous avez gagné. 0826 300 300. Vous avez fait ce numéro. Écoutez, Là, c'est la torture chinoise, là. Direction Aiguillère avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vrais voix. Vous avez un beau prénom. Je suis... Bonsoir, oui, exactement. L'autre jour, on m'a dit, si vous permettez, Philippe, ce que ça voulait dire exactement le prénom Philippe. C'est cheval, c'est l'homme qui élève les chevaux. Oui. On aime les chevaux, exactement. Voilà, je ne le savais pas, et comme je suis taxi à l'aéroport, on m'a dit, en discutant avec une dame, et elle m'a dit, Philippe, ce que ça voulait dire. Magnifique. Et ben voilà, il va falloir les faire courir les chevaux là. Voilà, on va faire courir les chevaux et Cécile, c'est un charmant prénom aussi. Merci Philippe. Vous avez gagné. Non, c'est pas la peine de me soudoyer là, vous croyez quoi Philippe? Alors Philippe, nous allons donc vous donner la possibilité de regarder ce qu'il y a dans ce beau sapin. Vous êtes le 10e appel au standard et on regarde. Et votre enceinte connectée, c'est pour vous Amazon Echo Dot au style élégant avec un son puissant offert par Sud Radio, la Confédération des buralistes, pour écouter bien entendu Sud Radio toute la journée. Et on lève la main droite et on dit je le jure. Je le jure. Et je jure d'écouter Sud Radio tous les jours. Magnifique. Bravo Philippe. C'est une excellente radio et que je recommande à tous mes clients en disant laquelle il faut écouter, c'est Sud Radio. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort Philippe. Et il dit ça un jour où il y a Françoise Degois, ça prouve que vraiment c'est Philippe, infidèle. arrêtez votre méchanceté. Faites une pause avec Françoise. Faites une pause de Noël. Ah, laissez parler votre cœur, laissez parler la colombe qui est en vous. Laissez s'exprimer votre bodéité. Laissez s'exprimer votre vision universelle du monde, votre ouverture de vie avec les migrants, avec tout ça. Allez-y, soyez de gauche un peu une fois. Merci Philippe, vous restez avec nous. Merci beaucoup Philippe. Dans un instant, Philippe. toutes les personnalités de la majorité en baisse de popularité d'après un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Avec la question du jour, sommes-nous dans une crise politique? Pour l'instant, vous dites en majorité oui Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce que, quand on regarde les résultats du sondage, on va vous les dévoiler dans quelques instants, le baromètre IFOP, la France est en train de basculer à droite. Est-ce que c'est une nouvelle génération qui commence à attirer de plus en plus les Français? Car vous allez voir, il y a d'énormes surprises. Et pour le moment, sur Twitter, à cette question, vous répondez, sommes-nous dans une crise politique? Oui, à 93%. Et Frédéric Dabi est avec nous, un directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Petite question avant de ce débat, y a-t-il un effet Crépol dans ce sondage? Alors, c'est difficile de le dire de manière affirmative, mais n'oubliez pas que la semaine dernière, ça a été le sujet dont les Français ont le plus parlé derrière l'inflation. Et quand on regarde l'évolution des popularités des différentes personnalités, monte le plus fort celles qui ont réagi très fortement sur Crépol. Par exemple, Jordan Bardella qui gagne 6 places, Éric Zemmour qui connaît une nouvelle hausse, ainsi que Marion Maréchal. Il y a peut-être un effet de... une relation de cause à effet. On développe dans quelques instants. 0826 300 300, on vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h. Les amis, dernière ligne droite, bien sûr ça papote, ça s'anime. On commence le débat par anticipation. On fait ce qu'on veut d'abord, ici on est en autogestion un peu, on vous permet éventuellement de gérer cette émission. À qui parlez-vous là, vous? À vous deux, le Soviet suprême a décidé. Vous avez regardé là, le grade là ou pas? Vous avez regardé, non? C'est une nostalgie du Soviet suprême, Françoise Degois. Je ne savais pas aussi à gauche. On va vous appeler Stalina. Non, quelle horreur, s'il vous plaît, n'insultez pas. Chers amis, Françoise Degois est avec nous. Ne m'insultez pas. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, mais tout ce qu'on dit est bien entendu pour rire. C'est pas mal, oui. Quoique, on sait pas. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec un nouveau tableau de bord IFOP fiduciable un peu pour Paris Match et Sud Radio, des personnalités politiques qui suscitent un véritable remous. La plupart des personnalités de la majorité sont en baisse. Cependant, on remarque quand même de nouvelles figures qui émergent dans ce paysage politique qui semble prendre de l'importance par rapport à leurs aînés, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que c'est une nouvelle génération? Quand vous allez voir les résultats de Gabriel Attal, qui est le seul à ne pas baisser dans la majorité, de Jordan Bardella, qui gagne 6 points et 15 places pour arriver de la 21e place à la 6e marche du podium.
Est-ce que c'est un changement de génération? Est-ce que le pays se droitise de plus en plus, comme le disait la question de Cécile sur Crépol, puisque 3 des personnalités politiques qui montent sont Jordan Bardella, Éric Zemmour ou encore Marion Maréchal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans une crise politique? Eh bien, pour le moment, oui, pour vous, on est dans une crise politique à 93% encore. Et Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bienvenue bonsoir sur Sud Radio. Philippe Bilger, quand vous voyez effectivement ce nouveau tableau IFOP, ça laisse penser que la nouvelle génération grappillonne un peu de terrain. Oui, ma chère Cécile, et Philippe, je ne suis pas persuadé que le constat puisse être aussi net. Quand je regarde le classement, il reste une génération d'âge mûr, pour ne pas l'offenser, qui tient la route et qui est toujours là. Alors la jeune génération qui apparaît, évidemment, elle a profité de certains événements récents, mais est-ce que vous permettez que je pose, mais bien sûr, pas forcément avec une réponse immédiate de Frédéric Dabi, comment parvient-on, Frédéric, dans les analyses qu'on fait, à distinguer dans les poussées de certaines popularités ce qui tient à une visibilité fonctionnelle considérable? Je pense par exemple à Gabriel Attal, et d'autre part à des qualités c'est une obsession. Non, il y a une forme d'amour. Non, mais il faut d'autre part à des qualités. Le coming out de Philippe en personnel. Frédéric, pardon, parce qu'on me reproche d'apprécier Gabriel Attal. Non, pardonnez-moi. Frédéric Dabi, sachez qu'on ne reproche pas à Philippe Bilger d'apprécier Gabriel Attal. On le reproche d'être dans l'adulation de Gabriel Attal. Non. Mais je comprends la question parce que, par exemple, pourquoi Olivier Véran monte? Est-ce que c'est lié à ce qu'il représente, ou bien est-ce que c'est lié à son porte-parole là? C'est une vraie question. Moi, juste. Et je peux ajouter une question, et je ne parle plus. Cécile, après, est-ce que ce classement, Frédéric, révèle quoi que ce soit de la crise politique dans laquelle on se trouve de manière indubitable aujourd'hui? Voilà. Moi, vas-y, allez-y. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que c'est un baromètre. Oui. C'est un baromètre qui n'est pas un baromètre anodin, les amis, parce que c'est le 20e anniversaire du baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. Oh. Est-ce que ce baromètre raconte... Oui, bon anniversaire à Sud Radio, à Fiducial et à Paris Match pour leur confiance. Est-ce que ce baromètre raconte l'histoire politique du pays? J'ai envie de dire oui. Il y a encore 10 ans, on avait, sous le contrôle de Françoise, qui était impliquée en politique à l'époque, on avait entre 20 et 25 personnalités qui avaient une majorité de bonnes opinions. Il y a encore 5 ans, on n'en avait plus que 8. Maintenant, il y en a 2. Et encore, 2, c'est assez récent, puisque la percée de Gabriel Attal, au-delà du petit tacle à Philippe Bilger, beaucoup de Français ne sont pas en adulation vis-à-vis de Gabriel Attal, mais ont le sentiment qu'il détonne, qu'il se distingue dans le champ politique. Alors, quand on regarde le baromètre en stock, si je puis dire, oui, il y a des personnalités de l'ancienne génération qui se classent à un niveau élevé, Édouard Philippe, François Hollande, Rachida Dati, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Quand on regarde ce baromètre en flux, c'est-à-dire sur les dernières vagues, effectivement, il y a un saut générationnel. Jordan Bardella n'a jamais été aussi haut, et symboliquement, ça peut alimenter les chroniques et toute la litanie pré-présidentielle, mais il est devant, c'est la première fois dans une enquête IFOP qu'il a une popularité supérieure, même si ce n'est que d'un point, à Marine Le Pen. Ce Gabriel Attal, pourquoi il y a cette distinction si forte? Pourquoi c'est la seule personnalité au cours des 4 dernières années qui a réussi à devenir majoritaire en bonnes opinions, alors qu'il est sur un terrain à l'école, vous vous rappelez de notre balise, il y a quelques semaines, où les Français ont le sentiment d'une véritable catastrophe? C'est parce que je pense que Gabriel Attal répond aux 2 grandes attentes d'un Français, d'une Française, par rapport au personnel politique. D'abord, dresser des constats, dire les choses, ne pas être dans le déni. Il y a le classement PISA qui sort, qui donne des résultats mauvais pour la France. Il fait une conférence de presse, il dit des choses. Et deuxième grande attente qu'il prend en charge, l'idée qu'il bouge, il agit, il transforme la baya, le fait qu'il remet le bac au mois de juin et non plus au mois de mars pour les élèves de
Première, il y a toute une série de choses où, à tort ou à raison, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va changer? Est-ce que la défiance va le toucher ou le rattraper? Mais pour l'instant, il y a cette parenthèse enchantée en sa faveur parce que il se distingue des autres. Et vous avez vu, Édouard Philippe n'est plus que 4 points d'avance devant lui. Au début de l'année, il y avait 25 points d'avance, Édouard Philippe sur Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, Marion Maréchal et surtout Jordan Bardella, voire François Ruffin, on est dans peut-être une nouvelle transition générationnelle. Moi, c'est ma théorie depuis quelque temps, depuis 2 ou 3 mois, mais j'en avais parlé avec vous en privé, Philippe. Je pense que Frédéric, je pense qu'on est peut-être dans une décision des Français de changer complètement le film. C'est-à-dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, ils y seront plus. Je peux pas imaginer, moi, que Jordan Bardella, qui ferait 30% aux européennes avec de tels sondages, laisse tranquillement Marine Le Pen concourir à la présidentielle de 2027. C'est tout simplement impossible. Je veux bien qu'on m'explique, etc. À un moment donné, c'est impossible par la nature même de ce qu'est l'élection. Je veux bien que François Ruffin tortille et marche en crabe. À un moment donné, est-ce qu'il tue le père Jean-Luc Mélenchon ou pas? Donc il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'avenir de ces gens-là. Est-ce que Jordan Bardella est capable de tuer la mère? Est-ce que François Ruffin est capable de tuer le père? Pour le moment, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Et deuxième point, attention. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils ne peuvent pas le faire? Je pense qu'ils n'en sont pas capables psychologiquement. C'est très difficile de décider de déboulonner à un moment donné son mentor ou celui qui vous a fait naître en politique. Et puis on a peur aussi parce que des conséquences, parce que voilà, notamment Mélenchon et Ruffin. Dernier point, et je demande votre réponse, Frédéric, sur cette question. Attention à la next-gen, attention à la nouvelle génération. Les Français vont sortir de 10 ans d'Emmanuel Macron, président immature et infantile. Je ne pense pas qu'il soit prêt à réélire quelqu'un qui a moins de 35 ans. Voilà. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est vrai que Françoise a raison sur un point. On a tendance, dans l'histoire de la Ve République, à envoyer à l'Élysée un président radicalement, peu ou prou, différent de son prédécesseur. Mais je trouve qu'entre Emmanuel Macron, qui pour l'instant, aujourd'hui, il perd Philippe... 8 points. Il perd 8 points. C'est une des chutes les plus fortes depuis le début du quinquennat. Il revient à son niveau des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, maintenant, à tort ou à raison, est associé à l'hésitation, l'inaction, la tergiversation. Ce sont des points, ce sont des représentations qui ne sont pas du tout associées à Gabriel Attal. Dire que Attal égale Macron parce qu'ils sont jeunes tous les deux, ça me paraît un peu rapide. Mais je pense que les Français font de toute façon, au moment de voter, c'est la question, c'est est-ce que j'envoie un gamin à l'Élysée ou pas? Et moi je pense que la réponse est non. Et vous, vous seriez prêt à voter pour quelqu'un de très jeune ou vous pensez qu'il faut plutôt avoir des gens qui ont de l'expérience? Venez nous le dire au 0826 300 300. Pierre-Yves Martin. Ouais, en tout cas, c'est le pari qu'a fait François Bayrou de se dire, après cette période effectivement de tumulte et de jeunisme, de revenir à des postures un peu plus seniors, de sages en politique, entre guillemets. Moi, j'avais une question, Frédéric, à vous poser. C'est quand on regarde le classement, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau de classement et l'exposition médiatique? Parce que quand on regarde les quelques premières personnalités, chacun a son type de communication et d'exposition. Est-ce qu'on peut en tirer un enseignement? Non, je pense qu'il n'y a pas de corrélation automatique dans l'histoire du baromètre. À titre d'exemple, après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac est arrivé à la première place pendant de très longs mois, alors qu'il ne parlait plus, comme vous le savez, dans les médias, notamment pour des raisons de santé. Mais il y a différents types de popularité. Il y a des popularités de papier. C'est un petit peu péjoratif de dire ça, mais des popularités d'estime qui n'enclenchent pas une dynamique électorale. Bernard Kouchner a été premier du baromètre, il n'a jamais gagné une élection. Simone Veil a mieux figuré de manière électorale. Et puis il y a des popularités clivées, mais qui sont des popularités qui sont presque un socle électoral. Quand on dit qu'on a une bonne opinion de Marine Le Pen, c'est qu'on n'est pas loin de pouvoir voter pour elle. Idem pour Éric Zemmour, qui est le plus impopulaire, mais qui a un socle non négligeable. Un des faits majeurs également du baromètre, puisque Françoise parlait de la nouvelle génération, c'est sur les 6 derniers mois, voire plus, l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon, qui après les 4 points perdus le mois dernier, a encore perdu 3 points, et surtout, et ça c'est très fort par rapport à son ambition d'être Premier ministre, de fédérer la gauche, il est minoritaire à gauche.
Ça en dit long sur cette perte de confiance qui fait que, selon moi, on peut pas comparer ce qui se passe pour lui à l'affaire de 2018, la perquisition, mais une vraie perte de confiance à gauche. Philippe Bilger. Frédéric, croyez-vous à ce qu'a dit Françoise tout à l'heure, le fait qu'il serait fatal qu'un Jordan Bardella, à un certain moment, compte tenu de sa progression, s'opposa à Marine Le Pen en 2027 En fonction des résultats des européennes. Hein. S'il fait 30 parce que moi, je crois le contraire. Et deuxième élément, pardon de venir un petit peu dans une chapelle que j'affectionne parce que d'aucuns la voient moribonde depuis quelques années, c'est les Républicains. À votre avis, Frédéric, la médiocrité au sens étymologique du classement des responsables des Républicains vient-elle de leur propre, j'allais dire, limite, ou bien est-ce que c'est la conséquence de la structure républicaine qui n'est plus perçue comme un parti courageux et entreprenant? Frédéric Dabi, pour rassurer Philippe Bilger qui a sa sainte trinité au qui c'est qui l'a dit, Ciotti, Retailleau, Marlex, il y en a 2 dans le top 50. Le seul qui ne nous soit pas est il faut Olivier changer Marlex. maintenant, tu dois rajouter le 5 Watters. Rajoute Attal, s'il te plaît. Déjà, rajoute moi, Attal. je vais répondre rapidement. Est-ce qu'il y aura un jour une tension, un affrontement Le Pen-Bardella? Personne ne peut le dire. Rappelez-vous, il y a maintenant une trentaine d'années, pour ceux qui s'en souviennent, comme il était pour beaucoup d'observateurs impossible qu'Édouard Balladur, qui devait tout à Jacques Chirac, s'opposa à lui. On sait comment ça s'est terminé entre amis de 30 ans. François a tout à fait raison de parler des élections. Mais on n'en sait rien. La politique, c'était quand même le même parti. La politique procède des mêmes mécaniques partout, sous tous les cieux. Oui, je suis d'accord. Et puis, Françoise a raison. Les élections européennes qui ont toutes les chances ou tous les risques, ça dépend de quel côté on se place, de voir un RN l'emporter nettement, comme en 2014 et 2019, seront, sauf dissolution, le seul scrutin national du quinquennat. Si Jordan Bardella casse la baraque, s'il est à 29, 30, 32, s'il dépasse un score très fort obtenu par Marine Le Pen, ça peut changer la donne. Pour l'instant, il est dans une logique de loyauté absolument implacable. Mais personne ne peut dire ce qui peut se passer. Et quant aux Républicains, certains figurent bien, Rachida Dati, Laurent Wauquiez a un score estimable, mais les Républicains ont moins un problème d'incarnation qu'un problème d'espace politique. Dans cette guerre des 3 blocs, le bloc NUPES en crise, le bloc RN et le bloc central, où se trouve LR? Là est le problème pour les Républicains. L'incarnation viendra après. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Les vraies voix. Allez, on l'adore. Directeur général du LIFOP. Vous venez quand vous voulez dans les vraies voix. Avec grand plaisir. Parce que d'ici la fin de l'année. On aimerait bien vous avoir pour rire aussi à nos côtés. Avec plaisir. Pas avec rire plaisir. de nous, rire à nos côtés. Parce que, attention, ce sont les mauvaises blagues. Merci. Ça y est. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre-Yves Martin, merci à vous de nous avoir écoutés. Et dans un instant, la police nationale recrute plus de 4000 gardiens de la paix sur toute la France. Quelle formation pour quelle spécialité? On en parle dans un instant avec un studio rempli de policiers. À tout de suite. Sud Radio.